Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sébastien Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Écully. Alors on se souvient après l'élection présidentielle que vous aviez appelé votre parti, LR, à se bouger, que vous aviez même présenté des excuses aux Français, estimant que votre parti ne produisait aucune idée nouvelle depuis 15 ans, qu'il est temps qu'ils se mettent au travail. Vous venez de répéter ça dans une tribune à tous les candidats à la présidence LR. Est-ce que cette fois vous avez été entendu ? Eh bien, écoutez, je l'espère. J'ai adressé effectivement il y a quelques jours une lettre ouverte aux différents candidats à la présidence de notre parti. Et je ne doute pas qu'ils reviendront vers moi parce que je crois qu'effectivement, il est temps, c'est un petit peu la thématique de cette lettre, il est temps de se remettre au travail et de moderniser en profondeur notre mouvement si l'on veut regagner la confiance des Français. Je sais que vous êtes proche de Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est pas à lui qu'il faudrait s'adresser? Est-ce que c'est pas lui qui aurait besoin de venir sur le devant de la scène pour apporter des idées neuves? Oh, bah, il a apporté encore des idées neuves tout récemment lors de sa rentrée politique au Mont-Mézin. J'y étais, avec un discours finalement empreint de choses offensives, notamment sur ce qu'il faudrait faire pour limiter probablement le pouvoir des juges en France. Hein, il a évoqué cela. Et puis aussi avec cette volonté de prendre de la hauteur Vous avez et un d'aller. problème avec les juges depuis l'affaire Fillon à la droite? Oh, c'est pas un problème avec les juges, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de professions, beaucoup de responsabilités qui rendent compte en permanence de ce qu'ils font. Et le politique en est un bon exemple. Hein. On remet notre mandat en jeu à intervalles réguliers. Les juges, non. Et on l'a vu sur le problème du fameux imam qui a été expulsé à la demande du gouvernement. Et un juge, pour des raisons administratives, a souhaité contrecarrer cela. Et ça interroge parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, un juge administratif a dans ce pays plus de pouvoir qu'un président de la République et qu'un ministre de l'Intérieur. Donc oui, il y a un vrai débat. Il faudra l'avoir de manière très sereine, sans anathème, mais on ne peut pas éluder cela. Et je garde aussi en mémoire, vous savez, l'affaire Dutroux. L'indépendance de la justice, c'est aussi Ah, mais l'indépendance l'indépendance ne doit pas être remise en cause, mais je garde aussi en mémoire l'affaire Outreau, dont on a beaucoup parlé, avec un juge à l'époque qui s'est trompé, le juge Burgot. Il y a eu des familles brisées, il y a eu des suicides, il y a eu des morts, et aujourd'hui, le juge Burgot continue d'exercer. Il n'a rendu de compte à personne. Et je crois qu'à un moment donné, on vit dans une société où il faut de la transparence, il faut que chacun puisse rendre compte, et bien évidemment que l'indépendance de la justice est indispensable, mais pour autant, il faut aussi que chacun puisse rendre compte de ce qu'il fait. Excusez-moi, vous parliez d'idées neuves, on a l'impression de réentendre l'après-affaire Fillon quand vous vous plaignez du fonctionnement de la justice. Ben justement, alors, si vous voulez qu'on rentre dans les idées neuves, on peut rentrer dans mes propositions. Parce que dans la lettre ouverte que j'ai envoyée aux différents candidats, je formule déjà une proposition choc dans le domaine du travail. Vous proposez de passer à la semaine de 4 jours pour tout le monde, mais en 36 heures. Exactement. Le constat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a beau avoir un taux de chômage à encore à peu près 7,5%, on a une économie qui plafonne. Je ne sais pas où vous étiez en vacances cet été, mais personnellement, j'ai découvert quoi? Des restos qui ne sont plus ouverts toute la semaine, des établissements hôteliers qui ont de grandes difficultés, des commerces qui n'arrivent pas à recruter, l'industrie, c'est la même chose, alors même qu'on a 7,5% de chômage. Et je crois qu'au-delà de tout ça, derrière, il y a une profonde remise en question du rapport qu'on a au travail. On le voit avec les jeunes générations, mais pas que. Aujourd'hui, il y a une aspiration profonde de la part de nos concitoyens à avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et donc la proposition que je fais, finalement, elle essaie de tenir compte de cela. Il faut travailler plus, d'où les 36 heures. Parce que l'idée selon laquelle il y aurait un stock de travail qu'il faudrait se répartir, on voit bien que ça ne fonctionne plus aujourd'hui, puisqu'on manque de main-d'œuvre. Donc il faut travailler plus, premier élément. Et deuxième élément, et c'est là où on apporte de la modernité, il faut le répartir sur 4 jours, parce que ça permet d'avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ça permet d'avoir des projets, ça permet d'être bénévole dans une association, ça permet de prendre soin d'un proche qui est touché par la maladie, ça permet de prendre soin de sa famille, ça permet tout simplement de se reposer un petit peu plus, mais d'augmenter l'intensité sur 4 jours. Un défi d'organisation pour les employeurs, parce qu'en 4 jours, ça veut dire souvent plus de salariés, puisqu'il faut organiser des rotations. Exactement, et c'est pour ça que moi je pose l'idée. Derrière, il faudra l'expertiser, il faudra la discuter avec les partenaires sociaux, mais j'observe qu'aujourd'hui, le principal retour que me font les acteurs économiques, c'est que justement, on ne trouve plus de main-d'œuvre. Donc forcément que si on fait changer les choses, il faudra de l'adaptation, et on connaît la capacité d'adaptation du monde économique, il ne faudra pas le faire brutalement. Je garde un souvenir assez mitigé de la manière dont on avait mis en place les 35 heures dans ce pays, mais force est de constater qu'on ne peut pas continuer comme ça. J'ai le sentiment qu'on arrive à la fin d'un cycle, et moi ce que je souhaite, c'est qu'à droite, on soit capable de formuler des propositions un petit peu innovantes, un petit peu modernes, pour aussi renouer avec cet électorat urbain qui nous a tourné le dos, et en particulier avec la jeunesse. Alors vous dites dans votre lettre aussi qu'il faudrait que le parti s'appuie sur les élus locaux, l'innovation des maires LR. Finalement, vous voulez devenir un peu une forme de parti radical?
Ah, pas du tout, parce que le parti radical, ça devenait quand même quelque chose d'assez restreint. Aujourd'hui, on se rend compte de quoi? C'est qu'au niveau des LR, Il faut dire tous les partis qui ont essayé de s'appuyer sur une base d'élus locaux ont rarement eu beaucoup d'avenir sur la scène nationale. mais je ne dis pas qu'il faut s'appuyer que sur les élus locaux. Mais ce que je dis en revanche, c'est qu'on ne peut pas dire que le parti LR, c'est le parti des territoires, le parti où on a remporté énormément de victoires en 2014 et en 2020, notamment sur cette métropole. Et à un moment donné, quand il s'agit de travailler sur le parti, sur l'organisation du parti, sur la formalisation d'un projet politique, je crois que les maires ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de partage d'expérience à faire, et pas simplement se cantonner à des sujets de collectivité locale, mais à des sujets de société, des sujets économiques, des sujets de transition écologique, comme on le fait dans nos communes, des sujets de sécurité, des sujets d'éducation. On a des choses à dire quand on est maire. Si vous avez des choses à dire, est-ce que dans votre approche, ce ne serait pas logique de participer à la CNR, voulue par Emmanuel Macron, qui appelle l'opposition à réfléchir avec lui sur les grands projets pour la France? Vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez basique, je crois à la démocratie représentative. C'est le système dans lequel on évolue, on choisit des élus pour prendre des décisions. Force est de constater qu'on a pendant quelques années regretté finalement que le Parlement n'ait plus la place qui était la sienne. On avait le sentiment que tout était décidé par l'exécutif. Ça n'est clairement plus le cas avec cette nouvelle mandature qui s'ouvre. Dès lors, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette CNR qui m'a l'air d'être un gadget, et on voit bien qu'en plus, en confiant sa responsabilité à François Bayrou, je ne suis pas sûr qu'on donne tous les gages de réussite possibles à cette structure. Vous dites dans votre lettre aussi qu'il est temps pour le parti de s'imposer la même exigence que celle que nous demandons aux citoyens. Vous ciblez qui? Je cible collectivement le parti, et je m'inclus dedans. On ne peut pas dire à nos concitoyens... Le parti, les élus, ne fait pas preuve d'exigence aujourd'hui. Je dis qu'il faut être plus exigeant. On ne peut pas dire, par exemple, comme je viens de le dire, il faut demander aux Français de travailler plus, de passer aux 36 heures, et nous, ne pas nous imposer une charge de travail plus importante. Et je l'ai dit, et je reste fidèle aux propos que j'ai eus il y a quelques mois, je considère qu'aujourd'hui, au sein du parti, nous n'avons pas assez travaillé collectivement pour formaliser un projet politique moderne. Dans cette lettre, dans les thématiques que vous abordez, il y a la transition écologique, la politique de solidarité, l'égalité réelle homme-femme. J'ai l'impression que c'est plutôt des thématiques qui pourraient donner des boutons à Laurent Wauquiez, par exemple, dans votre camp. Pourquoi vous ne travaillez pas avec un Bernard Cazeneuve en rupture de banc du PS? Mais vous voyez, ce qui est typique, c'est que dès que la droite souhaite s'emparer de thématiques sur lesquelles on a une légitimité, on essaie de nous dire non, ça c'est pas de droite, c'est la gauche. Et moi, je suis frappé de voir que depuis quelques années, au niveau des Républicains, la seule question, c'est est-ce que vous êtes plus près de Macron ou plus près du Rassemblement national et d'Éric Zemmour? Mon sujet, c'est pas ça. Mon sujet, c'est posons nos idées. Et ensuite, c'est autour de ces idées, autour des projets qu'on apportera, que le débat devra s'articuler. Et effectivement, je considère que la droite, elle doit se reconstruire sur un triptyque assez basique. Fidélité. D'abord, rester fidèle à notre héritage, à notre histoire, à ce que l'on fait bien, sur les sujets régaliens, sur les sujets de gestion des collectivités, avec cette rigueur qui est aujourd'hui indispensable. Donc ça, c'est le pilier fidélité. Ensuite, il y a le pilier modernité. Et vous l'avez dit, je veux m'emparer de thématiques sur lesquelles on n'a pas été assez audible. Le bien-être animal en fait partie, l'égalité réelle femmes-hommes, et puis bien évidemment la transition écologique sur un sujet sur lequel dans nos mairies on fait plein de choses. Et puis le dernier pilier, c'est la générosité. La générosité à travers des politiques sociales qui soient vraiment ambitieuses. Je vais prendre un exemple sur l'éducation. L'éducation, ça doit être quelque chose, ça doit être un pilier de l'action qui sera la nôtre, parce que c'est ce qui conditionne tout le reste. Et moi, je crois à l'escalier social, et non pas à l'ascenseur social, parce que l'escalier, ça demande un effort, là où l'ascenseur, vous appuyez sur un bouton, et je veux que nos compatriotes qui se donnent du mal puissent être mieux accompagnés. De la même manière, il faut aussi qu'on ait des choses très ambitieuses en matière de handicap. Sur la commune qui est la mienne, on met en place énormément de choses. J'ai mis en place un bonus pour toutes les associations sportives qui créent une section handi. Donc il faut qu'on se saisisse de cette thématique-là. Donc vous voyez, le triptyque, il est assez clair. Fidélité, modernité, générosité. Et je crois que c'est une bonne manière de refonder la droite et le centre aujourd'hui. Et comment on refonde une opposition au sein de l'agglomération lyonnaise? Il y a des discussions, notamment avec David Kimmelfeld, avec Gérard Collomb, avec qui vous étiez unis à la dernière élection. Est-ce que ça peut donner forme à une opposition unie? Je pense qu'il faut travailler sur un projet. Et c'est exactement ce que je compte faire avec un certain nombre de collègues, parce qu'à partir du moment où on arrive à travailler un projet, derrière, on pourra incarner une alternative. Aujourd'hui, on voit bien que le débat, il se focalise souvent sur des polémiques stériles qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'on n'est plus sur le fond des dossiers. Moi, sur la métropole, j'ai envie de parler de rayonnement et d'attractivité. Aujourd'hui, comment on envisage l'avenir de ce territoire?
Quid de l'éducation? Je reviens à cette thématique qui m'est chère. Est-ce qu'on considère que tous nos établissements supérieurs ont les moyens nécessaires pour rayonner au niveau international? Est-ce qu'on considère par exemple que tous les établissements secondaires internationaux notamment sont au niveau? Est-ce qu'on considère que l'offre culturelle est aussi satisfaisante? Et donc il faut qu'on travaille sur cette attractivité, sur ce rayonnement. Qu'est-ce qu'on fait de notre aéroport? Comment on arrive à le moderniser et à faire en sorte aussi qu'il contribue au rayonnement du territoire? Donc oui, il y a plein de sujets et je pense qu'il faut d'abord travailler là-dessus. La construction de logements, l'aménagement urbain. Vous voyez, les sujets sont pléthoriques. Le chantier est immense et on aura besoin de toutes les bonnes volontés et de rassembler le plus largement possible pour pouvoir demain incarner une alternative crédible. Pour Écully plus spécifiquement, on sait que vous êtes en attente des arbitrages des grands moyens de transport en commun après l'abandon de la ligne E. Je crois que vous n'étiez pas extrêmement fan de cette ligne de métro. Est-ce que vous êtes plutôt confiant sur l'arrivée d'une ligne forte sur l'ouest lyonnais qui pourrait desservir Écully? Je considère que l'ouest lyonnais aujourd'hui n'est pas suffisamment bien desservi en matière d'infrastructures lourdes de transport. Donc la ligne E était une alternative. J'y étais plutôt favorable, ne serait-ce que par solidarité avec les collègues qui étaient directement touchés par ce sujet-là. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Il y a d'autres propositions qui ont été faites. Et concernant Écully, vous avez raison, on travaille depuis de nombreux mois avec le Citral, avec la métropole, pour essayer d'optimiser notre connexion à la ville-centre, notamment grâce à notre campus, qui contribue au rayonnement de la ville. Et donc, comment on peut mieux connecter ce campus? Donc, on est en train de discuter avec les services du Citral et le président du Citral. On avait une visite sur le terrain la semaine dernière. Est-ce qu'on arrive à faire un BHNS, un bus à haut niveau de service? Est-ce qu'on peut pousser les choses jusqu'à un tramway? Il y a des études qui sont en cours et ça fait partie des débats sur lesquels je me positionnerai fortement parce que je souhaite que la ville d'Écully soit la mieux connectée possible parce qu'à l'aune de la ZFE et de tout ce qui va se passer, on a besoin d'avoir un transport en commun performant pour pouvoir mieux se déplacer sur l'agglomération. L'arbitrage, ce serait soit un bus, soit un tramway qui partirait de la Pardieu en passant par la Duchère pour aller jusqu'à Écully. C'est la ligne C6 actuelle, donc c'est exactement ce que vous venez de décrire. Vous êtes assez confiant sur le fait que vous allez l'obtenir? Je suis assez confiant sur le fait qu'on contribuera à améliorer les choses, puisque même un bus à haut niveau de service contribuerait à améliorer significativement les choses. Mais c'est vrai qu'un tramway est plus structurant et a plutôt ma préférence. Et vous étiez aussi assez favorable aux voies lyonnaises de vélo, cette fois-ci, qui passent à peine sur la commune d'Écully, c'est un regret? C'est un regret. J'avais demandé à l'époque, avec mon équipe, nous avions demandé au président de la métropole de pouvoir avoir des voies lyonnaises. Nous n'avons pas été entendus. En revanche, on a pu dégager des moyens avec la métropole pour travailler à la manière de mieux connecter nos pistes cyclables à ces voies lyonnaises. Et je fais probablement partie des quelques maires qui ont investi massivement pour créer des aménagements cyclables. Et aujourd'hui, on voit que là encore, c'est une aspiration forte de nos concitoyens. Et moi, je me réjouis de voir tous les matins de plus en plus de vélos. Et en même temps, à Écully, on a une approche intéressante qui est de ne pas opposer les différents modes. Moi, je ne veux pas dire il y a les bons et les mauvais. Il faut que chacun puisse se déplacer en sécurité et qu'on apprenne à mieux se partager l'espace. C'est ce qu'on essaie de faire avec, je crois, un certain succès. Sébastien Michel, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.